Bonsoir, nous sommes le mercredi 26 juin et bienvenue dans Au quotidien. À la présentation ce soir, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et tous. Comme chaque soir, depuis le début de cette semaine, notre invité est candidat aux élections législatives. Ce soir, nous recevons Christophe Rouillon. Il est candidat une nouvelle fois. Le maire de Coulennes, socialiste depuis toujours, a été investi par le nouveau Front populaire dans la 5e circonscription. Et puis dans la suite, le gala de natation synchronisé des Naïades de Coulennes se prépare. Un véritable show qui demande plusieurs mois de préparation. On en parle avec Anne-Kazou Mingo, autant pour moi Enzo. On en parle tout de suite après l'actu. Au sommaire de cette édition, les Jeux Olympiques mis à l'honneur par un millier d'enfants au Mans. Ils ont accueilli la flamme olympique périscolaire avant de représenter les anneaux sur la pelouse du stade Marie-Mervin. Un vrai moment de fierté. L'activiste Thomas Braille, figure de la lutte contre l'aménagement de l'A69 au Mans. Il a répondu à l'invitation du collectif contre l'abattage des arbres de l'avenue Bollé. Et on commence tout de suite à un mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Une autre flamme brille au Mans. Et oui, Alexandre, il s'agit de la flamme olympique périscolaire. Après 6 mois de défilé dans 40 écoles et centres de loisirs du Mans, elle a illuminé le stade Marie-Marvin pour la plus grande joie des enfants. Reportage Arnaud Potier. Près de 1000 enfants ont constitué le cortège d'accueil de la flamme olympique périscolaire. Pour l'occasion, monsieur le maire a lui-même effectué quelques foulées. La flamme a ensuite été déposée dans une cérémonie rappelant les véritables relais olympiques. J'ai ressenti que c'était un moment magique, incroyable. Franchement, j'ai un peu stressé au début pour l'idée de voir le maire et voilà. Ça stresse et en même temps t'es excité. J'attendais ce moment depuis longtemps. Et c'est ce qui est bien. T'es une star et tu peux montrer ce que tu peux prouver et comment tu es. Pour accompagner cet événement, des parrains prestigieux étaient présents, notamment Alain Kofi, ancien joueur du MSB. Les enfants ont formé les anneaux olympiques au centre du stade, symbolisant l'importance du sport et les valeurs qu'il transmet. Ça permet justement de côtoyer des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de côtoyer au quotidien. Parce que le sport fédère, on peut venir de quartiers ou des milieux un peu plus aisés et se côtoyer sur le terrain de sport. Et ça brasse, ça fait une mixité sociale qui crée une ouverture d'esprit. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'événement Tous au sport qui se tiendra samedi 29 juin. Elle permet aux différents clubs de la métropole de se faire connaître et d'encourager les jeunes à pratiquer une activité sportive, un enjeu essentiel pour leur développement. C'est eux qui vont pouvoir, comme je disais tout à l'heure, donner le témoin, de véhiculer que le sport est très important, que le sport, au-delà de sa pratique, c'est vraiment un médicament. Quand je dis un médicament, c'est qu'il soigne et il apporte le bien-être au quotidien. La métropole s'efforce de démocratiser la pratique sportive en apportant un soutien croissant aux clubs locaux. En attendant, pour ces jeunes, comme le dit le proverbe, après l'effort, le réconfort. Le collectif de défense des érables de l'avenue Bollé a accueilli une figure de la protection des arbres. Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, connu pour s'être suspendu à certains d'entre eux, notamment contre le projet d'autoroute A69 dans la Haute-Garonne. Il est venu symboliquement au Mans et précisément avenue Bollé où 190 érables vont être abattus en vue du projet Chronoligne prévu en 2025. Alexandre Ferrer. Le projet Chronoligne avenue Bollé, pourquoi pas? L'abattage des arbres, c'est non, affirme encore ce collectif. Et pour tenter de se faire entendre, ils ont fait appel à l'arboriste grimpeur Thomas Braille, venu spécialement apporter son expertise. On en a fait à peu près une vingtaine ou trentaine là. Il n'y en a pas un qui est malade, il y en a un qui a pris un petit coup par les pare-chocs des voitures, mais ça c'est rien. Il recouvre, ce qu'on appelle le recouvrement, c'est qu'il est en train de fermer, donc il va fermer la plaie. Un mois après l'avis favorable de la commission d'enquête qui valide l'abattage des 200 érables pour le projet de Chronoligne, le collectif ne baisse pas les bras. Une contestation symbolique pour le défenseur des arbres originaire du Tarn. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on nous appelle pour 200 érables, quoi, qui ont à peu près une soixantaine d'années. Et là, enfin, moi je me suis dit, clairement on ne peut pas laisser passer, quoi. La métropole du Mans affirme que ce projet verra bien le jour.
80% de ces arbres ont été diagnostiqués comme en état de dépérissement d'après la métropole. En revanche, les données de cette étude n'ont pas été rendues publiques, contestent ces militants. Pour Thomas Braille, un nouveau dialogue doit être instauré avec la municipalité. Moi, je m'adresse à monsieur le maire en toute bienveillance. Il faut qu'on puisse trouver un consensus. Mais on peut refaire les avenues, mais ne détruisez pas les arbres, bon sang. Ne les détruisez pas, quoi. Là, déjà, on est en train de crever au soleil, alors qu'il me tarde juste d'être sous un arbre, là, quoi. Le militant écologiste Manso Maki, venu prêter main forte, envisage même de futures actions. Pas un arbre de couper, monsieur le maire. J'ai des relations à travers toute la France. Je clique mes doigts, ils seront au Mans. Et ça va être vraiment une mauvaise publicité pour la ville du Mans concernant l'abattage des arbres. Une nouvelle assemblée du collectif est prévue le 4 juillet pour définir la suite des opérations. Certains militants envisagent d'occuper les arbres. À quelques jours du premier tour des élections législatives, nous recevons Christophe Rouillon, maire socialiste de Coulennes et candidat dans la 5e circonscription. Bonsoir Christophe Rouillon. Bonsoir. 12 ans après votre dernière campagne, vous revoilà cette fois sous l'étiquette du nouveau Front populaire. Alors l'objectif pour vous, battre d'un côté le Rassemblement national, de l'autre le député sortant de la majorité présidentielle, Jean-Carl Grelier. Alors la politique, vous connaissez, vous avez été candidat en 2002, 2007, 2012 sans parvenir à être élu. Le territoire, vous connaissez aussi, vous êtes conseiller départemental, puis maire. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous pousse à vous représenter et pourquoi maintenant ? La question est simple. Aujourd'hui, si je me représente, c'est pour faire barrage au Rassemblement national dans cette circonscription. Rassemblement national qui a fait 35%, au total des voix de droite 40%. Et ce que je constate, c'est que le candidat sortant, représentant de la majorité présidentielle du président Macron, aujourd'hui a fait l'objet d'un désaveu. Cette majorité a fait l'objet d'un désaveu lors des élections européennes. Et si demain nous nous retrouvons avec un deuxième tour entre le représentant du président de la République, Emmanuel Macron, face au Rassemblement national, je suis quasiment certain que nous aurons une défaite du camp républicain. Et c'est pourquoi il m'a semblé important de m'engager, ayant effectivement, comme vous l'avez dit, sillonné la circonscription, échoué d'un cheveu, à peine 120 voix en 2012, ayant une bonne connaissance de la circonscription, et puis aussi une réputation de maire, de solidité, d'ancrage. Et je pense que dans cette période tourmentée, il est nécessaire d'avoir de la stabilité. Et ma candidature est à la fois une candidature de conviction, pour faire barrage et aussi pour donner un peu de stabilité et de sérénité au débat à l'Assemblée nationale. Face à vous, justement, Pierre Vaugarny, c'est un Sartois, lui aussi un agriculteur qui connaît très bien le terrain. Vous n'avez pas l'impression d'arriver sur un terreau déjà à maturité pour le RN, qui a fait des scores très forts à chaque élection dans cette circonscription ? Je ne peux pas accepter la victoire du Rassemblement national dans cette circonscription. Je ne peux pas accepter que demain, nos communes, cette circonscription qui est une circonscription républicaine, celle de Jean-Claude Boulard, celle de Pierre Gachet, celle de Joseph Caillot, soit demain tenue par l'extrême droite. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça n'a pas été trop dur, justement, pour faire campagne ? Je ne pense pas. Je suis allé dans tous les secteurs. Je suis allé voir aussi les gens qui souffrent, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des problèmes de mobilité, de problèmes de médecins. Ils attendent une autre solution. Ils ont voté, ils ont fait une sanction au clan présidentiel. Ils ne veulent pas non plus de l'extrême droite parce qu'ils réfléchissent. Certains, ils se disent on va vers l'aventure, on va vers le chaos du pays. Ils veulent une troisième solution. Et cette troisième solution, c'est ce rassemblement du Front populaire autour d'une candidature d'un élu qui n'a jamais tourné sa veste, social-démocrate, pro-européen, et qui apportera des solutions concrètes à notre pays. Justement, dans votre profession de foi, écrite avec votre suppléante Amandine Gatien, vous dites vouloir réveiller l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire réveiller l'espoir ? Parce que les gens ne croient plus en rien, ils s'inquiètent, ils se demandent quel va être leur pays, ils voient le monde se transformer, ils voient des difficultés. Dans ma commune, j'ai affronté tous les problèmes, que ce soit les problèmes de sécurité, nous sommes une des villes les plus sûres de France, les problèmes de la santé avec la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, la question du pouvoir d'achat. Nous avons dans la circonscription des grands groupes multinationaux qui font des profits considérables, qui ne sont pas suffisamment taxés et qui payent mal. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir un nouvel espoir, c'est plus de pouvoir d'achat, plus de solidarité, plus de fraternité. Alors, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais dans ce programme, forcément, on a le SMIC à 1 600 € net, le retour de la retraite à 60 ans. Est-ce que ce programme, il n'a pas une couleur plus France Insoumise que Parti Socialiste ? C'est une plateforme. La réalité, c'est que demain, il y a une majorité de socialistes, de Verts
et de partis de gauche non mélenchonistes. Donc il faut que ce soit clair, Mélenchon ne sera pas le prochain Premier ministre. Ce n'est pas souhaitable parce qu'il ne rassemble pas. Et en plus, il n'est pas parlementaire. Il faudra un Premier ministre qui soit dans la majorité parlementaire. Et nous avons effectivement une plateforme avec des objectifs ambitieux qui devront se mettre en place dans le temps. Il faudra réfléchir de la meilleure façon d'augmenter les salaires, de revaloriser également les allocations, qu'elles soient logement, minimum vieillesse, et avoir aussi une réforme des retraites qui permettra de corriger certaines inexactitudes, certains problèmes, tels que celui des carrières longues, de la pénibilité, qui n'ont pas été traités parce que nous avons un président de la République qui n'écoute pas, et nous avons une Assemblée nationale qui aujourd'hui ne joue pas son rôle. Vous n'avez pas peur, justement, que si vous êtes élu, d'arriver à travailler dans une assemblée dont on craint qu'elle pourrait être chaotique, très difficilement finalement malléable ? Moi, je serai un député constructif, je ne serai pas quelqu'un qui hurle, je serai quelqu'un qui fera des propositions. Et j'espère qu'il y aura justement ce bloc, un bloc d'élus responsables qui connaissent les sujets. Je suis maire, je suis aussi vice-président de l'Association des maires de France. Je connais les questions financières, budgétaires, les questions européennes aussi, puisque le droit européen est transposé dans le droit national. Donc je serai capable d'apporter des propositions concrètes. Un député, d'abord, il doit être présent, ce qui n'est pas le cas forcément du député sortant qui est classé parmi les 150 députés les moins actifs. C'est vrai, en effet. C'est un fait qui peut être vérifié sur Internet par chacun. Il doit être présent, il doit faire un travail d'amendement, de proposition, voir quelle coalition on peut faire au sein de l'Assemblée nationale, respecter également la plateforme de progrès social et écologique du nouveau Front populaire, mais également en réfléchissant, parce qu'il y a un article qui dit que le droit de vote est personnel à l'Assemblée et qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc le député a tout pouvoir pour pouvoir voter en âme et conscience quelles seront les meilleures solutions pour notre pays. J'ajoute que vous avez eu le soutien du maire du Mans, Stéphane Le Foll, qui l'a montré dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière question, si vous êtes élu député, ça veut dire aussi que vous allez devoir lâcher la mairie de Coulennes ? Alors il y aura des choix à faire. Je ne pose pas la question aujourd'hui, je suis en campagne. Il faudra des choix, mais en tout cas, je resterai fidèle à ma ville et je continuerai à travailler à son service. Mais vous ne pourrez plus être maire vis-à-vis de la loi sur le cumul des mandats. On verra comment les lois évolueront éventuellement, mais en tout cas, de cette façon, je pense que je devrais être un député pleinement engagé et qui restera, quoi qu'il arrive, fidèle à son territoire et à sa ville. Merci Christophe Rouillon d'être venu sur notre plateau. Ce soir est donc le premier tour, c'est dimanche 30 juin. On poursuit avec une erreur dans un tract de campagne qui a fait quelques dégâts. Oui, dans la profession de foi d'Élise Le Boucher, candidate pour le nouveau Front populaire aussi, mais cette fois dans la 4e circonscription. Le nom de Pierre Carrette est apparu en soutien avec la fonction de conseiller municipal de Chantenay-Villedieu. Or, le candidat d'Europe Écologie Les Verts aux dernières élections européennes n'est pas élu dans cette commune. Le maire juge cette publication inacceptable. Pourtant, il s'agit bien d'une erreur, plaide l'équipe de campagne d'Élise Le Boucher. Un problème de transcription, selon elle. Dans un communiqué paru ce soir, elle ajoute que Pierre Carrette apporte bien son soutien, mais en tant que porte-parole en Sarthe du parti Les Écologistes. En attendant, le tract imprimé, lui, ne pourra pas être changé. Un acte de dégradation au château du Lude, Enzo. Oui, c'est un nez cassé qui indigne la famille de Nicolai. Sur un réseau social bien connu, les propriétaires du château qualifient les faits de vandalisme. Reste à savoir maintenant si c'est vraiment le cas ou pas. C'est le gisant de Jeanne de Lépine, mère de Géant de Daillon, seigneur du Lude au XVe siècle, qui a été détérioré. Cette statue est conservée depuis 150 ans dans le vestibule d'honneur. Alors les propriétaires s'interrogent, faut-il mettre le château sous verre ou avoir un agent de surveillance par pièce ? Quoi qu'il en soit, la sculpture sera désormais éloignée du public. Les propriétaires ont lancé un appel à l'aide pour restaurer le nez de cette statue. Allez, notre journal se termine, mais on se retrouve comme d'habitude dans la suite après un point météo sur notre département. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner avec pour votre soirée des conditions météo qui resteront assez calmes dans l'ensemble. Côté ciel, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé. Les températures encore très élevées entre 27 et 30 degrés à Mercure qui aura du mal à redescendre.
On va pas se mentir, ça restera encore compliqué de bien dormir cette nuit, notamment si, comme moi, votre chambre se situe dans des combles où la chaleur s'est accumulée tout au long de la journée. 27 degrés pour Alençon, Laval ou encore pour Silguium, 28 degrés à Mamers, comptez 30 degrés au Mans ou encore du côté de Lussau. Pour la journée de jeudi, vous le voyez, on profite encore une fois d'un beau ciel bleu. Et oui, on reste toujours protégé par cet anticyclone. C'est vraiment l'été qui s'installe. On profite de ces conditions météo plutôt estivales. Les températures entre 16 et 19 degrés. 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon. Idem du côté de Mamers, comptez 17 degrés au Mans, pour la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. 18 degrés pour la Ferté-Bernard, à Saint-Calais, 1 degré de plus à Vendôme ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, encore ce beau ciel bleu, quelques nuages pour découvrir le ciel. Les températures qui resteront largement au-dessus des normales de saison, comprises entre 28 et 30 degrés. Pour la journée de vendredi, peu d'évolution avec toujours ce beau ciel bleu. Allez, on va parler de quelques petits degrés par rapport à la journée précédente. Comptez 27 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 28 degrés au Mans. On pourrait retrouver les traces d'une petite perturbation pour la journée de samedi, mais au vu de cette échéance, on aura largement le temps d'y revenir. Alors attention, c'est vrai qu'a priori, on n'est pas à l'abri d'avoir 1 ou 2 coups de tonnerre. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une excellente soirée. Bonsoir, avant de poursuivre avec notre invité, faisons un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce mercredi, l'air était mauvais en Sarthe et dans la région, une conséquence de la hausse soudaine des températures. Ce jeudi, l'indice passe en dégradé. Notre invité tout de suite, Enzo. Oui, il fait chaud, alors il fait bon aller dans l'eau en ce moment et ça tombe bien parce que nous sommes avec la coach des Naïades, la section de natation synchronisée de Coulennes. Bonsoir Anne Kazumingo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce vendredi, vous présenterez avec toute l'équipe votre nouvelle création intitulée Terra Synchronica, une histoire en 17 tableaux. Alors avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait du spectacle de l'année dernière, l'histoire qu'on s'imagine un peu plus à quoi ça ressemble, la natation synchronisée. Regardez. Ça, c'était donc l'année dernière, ça tournait autour de la lecture. Cette année, Terra Synchronica, qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, ça tourne autour de la planète. De la planète, vous voyez Avatar, c'est la même chose, mais avec des nageuses de synchro. Voilà. Et elles ne sont pas bleues. Elles sont pas bleues, ça pourrait, mais non. Non. Donc, en gros, il y a 2 exploratrices qui vont arriver sur une planète qui est complètement préservée. Donc, il y a des tribus, il y a des animaux, il y a plein de jolies choses, mais il n'y a pas d'immeuble ou quoi que ce soit. Et du coup, elles viennent pour voir mais comment fonctionne cette planète qui fonctionne aussi bien, où tout est préservé, pour ramener des éléments sur leur planète à elles et essayer de faire en sorte que leur planète soit améliorée. Le choix des thèmes est toujours réfléchi pour ces galas de natation ? Oui, on réfléchit début septembre. En fait, les nageuses proposent des thèmes. Et c'est vrai que le thème de la nature, l'environnement est très souvent revenu. Donc cette année, il a été voté et on construit tout un fil conducteur, toute une trame en fait, autour de ce thème. C'est Fanny Diard qui construit toute cette trame. Et nous, les entraîneurs, on construit nos ballets, on choisit nos musiques et on confectionne nos maillots de bain en fonction du thème. Voilà. Alors, on y retrouve 35 nageuses, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Et à côté, il y a toute une équipe dans l'ombre. Voilà, de bénévoles. Voilà, 100% bénévoles, que ce soit les entraîneurs, que ce soit la présidente, le surveillant de baignade, ou les parents et les conjoints qui s'investissent pleinement pour pouvoir faire en sorte que le spectacle se déroule dans de bonnes conditions. Et les bénévoles, là vous en avez un par exemple avec vous, un maillot de bain, c'est eux qui confectionnent notamment les tenues des nageuses. Voilà, en fait, on achète des maillots de bain traditionnels, tout simples, et après on les accessoirise avec des paillettes, du tissu, des perles. Donc c'est du travail fait main, des heures et des heures de couture pour un résultat exceptionnel qui brille.
Et donc il faut en confectionner en plus un par personne. Exactement. Donc c'est beaucoup de boulot. Tout à fait. On s'y prend pas à la dernière minute. La natation synchronisée, comme son nom l'indique, c'est beaucoup de préparation. Combien de temps de préparation cela représente? Alors on commence en septembre et on finit là en juin avec le spectacle. On a un entraînement chaque samedi et un dimanche par mois, toute l'année. Parce que c'est très physique, la natation synchronisée. Oui, donc on commence toujours par un entraînement sportif pour s'échauffer. Et puis après, du coup, on travaille les mouvements, les figures. Donc les débutantes, elles apprennent toutes les bases. Et puis après, au fur et à mesure, les plus expérimentées travaillent différentes figures pour toujours s'améliorer, toujours se perfectionner. Vous me disiez justement, quand on prépare l'interview aussi, il faut savoir gérer l'apnée, parce que finalement, les nageuses sont souvent sous l'eau, forcément. Exactement, oui. Donc on fait des longueurs et des longueurs d'apnée pour toujours essayer d'acquérir le maximum de capacité. Et du coup, voilà, on passe beaucoup de temps sous l'eau, effectivement. Et puis en plus, on a le nez bouché parce qu'il faut avoir le pince-nez pour ne pas que l'eau rentre dans le nez. Donc effectivement, il faut bien s'entraîner. Vous rejoindre, est-ce que c'est possible? Tout à fait, oui. Alors le club est ouvert, la mixité est vraiment de mise. Hein. On accueille des hommes, des garçons. Il y en a eu d'ailleurs par le passé. Il y en a eu, oui. On a eu un garçon qui a fait de nombreuses années avec nous et qui se débrouillait très bien. Et on accueille les filles à partir de 10 ans et on fait des tests de rentrée en fait en septembre, au premier entraînement. Il y a des tests de sélection quand même. Oui, voilà. On évalue un peu leur capacité à nager, à se débrouiller en fait au niveau de la brasse, du crawl principalement, savoir pouvoir plonger, savoir mettre la tête en arrière sous l'eau, être à l'aise en fait avec son corps. Et combien de temps les nageuses et les nageurs, du coup, restent dans l'eau lors de cette représentation? Pour le spectacle? Pour le spectacle. Alors là, 2h30 de spectacle à peu près en comptant une demi-heure d'entracte. Voilà. Donc il y a différents tableaux, différents ballets qui sont représentés. Et du coup, il y a 4 ballets d'équipe, vraiment où elles sont 8 à 10 nageuses. Et à côté de ça, il y a des solos, des duos, des trios, voilà, pour faire voir un petit peu tout ce qu'est la natation synchronisée. Alors on rappelle, c'est ce vendredi et ce samedi. Alors vendredi, c'est déjà complet, mais il reste encore des places pour samedi à 19h. C'est à la piscine municipale de Coulennes. L'entrée est à 7 € et c'est gratuit pour les moins de 7 ans, j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est bien ça. Donc si vous voulez aller découvrir ou redécouvrir ces galas de natation synchronisée, vous pouvez y aller samedi et puis sinon ça sera à revoir sur LMTV Sarthe à partir de la rentrée puisque le spectacle est capté en intégralité. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre, en fait, on ouvre les portes samedi à partir de 18h. Parce qu'il faut arriver en avance. Voilà, exactement. Voilà, donc si on veut avoir de la place. C'est ça, il ne faut pas arriver à 19h pour un début de spectacle à 19h, il faut arriver 1 heure avant. Parce que c'est vrai que la piscine n'est pas forcément très grande et ça se remplit très vite. Très très vite. On a les habitués qui savent exactement à quelle heure il faut arriver pour avoir les meilleures places, entre guillemets. Donc vraiment, ne pas hésiter à venir plus tôt. Il y a une buvette. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci et donc Terra Synchronica, c'est ce vendredi et ce samedi à Coulennes. On joue maintenant. On joue, Enzo. Ce soir, 2 places à gagner pour le festival Rock en Braille qui aura lieu. Rock en Braille. Rock en Braille, autant pour moi, Enzo, qui aura lieu du 23 au 25 août à Loire-en-Vallée. Un festival à taille humaine avec plein de concerts et d'animations. Cette année, le Japon et la culture japonaise sont mis à l'honneur. Pour participer au tirage au sort, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Pour ce jeudi, nos derniers invités politiques de la semaine avant le premier tour des élections législatives. Éric Martineau, d'abord à 18h30, député sortant de la 3e circonscription, candidat à sa réélection. Et puis à 18h45, un autre député sortant, il s'agira cette fois de Jean-Carl Grelier, dans la 5e. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir dans quelques minutes? On poursuit dans quelques minutes avec l'infiltré du dimanche, et en l'occurrence avec Amanda Scott, a revêtu une tenue du Moyen-Âge pour la fête. À Bourg-le-Roi. Tout à fait. Fête médiévale de Bourg-le-Roi, exactement, Enzo. Et puis, vous apprendrez à créer et à entretenir votre ruche. C'est dans un petit instant, juste après votre séquence Expression Directe, qui donne la parole aux candidats des élections législatives. On vous souhaite une belle soirée sur LMTV et à demain dans Au Quotidien. Bonsoir, à demain.